Rencontre avec des conservateurs, des joueurs d'instruments rares, de gardiens de ce patrimoine riche et important qui font la force de notre identité. Qui veut prendre la parole pour commencer? Je vais laisser l'opportunité à M. Amougou de se présenter avant moi. OK. Merci pour l'honneur. Je m'appelle Gaston Séraphin Amougou, alias Gaza. Et Monsieur Mbani, je vous connais, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais dans les prémices de la Voix du Sénat quand ça commençait. Quand Olivier était chargé de monter l'orchestre, Olivier m'a amené à la Voix du Sénat. J'étais l'organiste qui jouait là. Quand nous jouons encore en orchestre, c'était moi qui étais là. J'étais choriste à cette époque-là. Ouais, tu allais souvent faire les percussions de temps en temps. Yes. Ouais. Et après un temps, je suis parti pour beaucoup de raisons. Donc, je suis musicien. Je suis un artiste parce que je n'aime pas me donner trop l'étiquette seulement de musicien. Je suis un artiste dans une certaine globalité parce que je me suis senti, depuis que je suis enfant, dans l'aptitude de pouvoir m'adapter à n'importe quelle forme d'art qui se présente à moi. Et c'est pour ça que j'aime souvent me considérer comme un artiste, que je sois en train de pratiquer ou pas. Mais j'ai quand même une formation en art visuel. Et autant formé que j'ai aussi enseigné. Bon, dans la musique, je l'ai apprise comme ça avec le temps. J'ai appris, c'est le solfège que j'ai appris à l'école. Les instruments même, je les ai appris comme ça, dans le tas. Mais j'essaie d'appliquer ce que j'avais appris à l'école. Donc, voilà un peu comment je suis. Et puis, voilà, je suis venu au Canada, ça fait quelques temps. Moi, j'étais aux États-Unis. Je suis venu ici cherchant un endroit calme. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer à travers mon ami que tu connais bien, François. C'est à travers François que j'ai connu Zagor et beaucoup d'autres gars ici. François François, non. Ah, non, François, oui, bien sûr. Ouais. OK. Bon, dans tous les cas, ça c'est bien, c'est magnifique. Bon, avant de permettre à M. Mbani de se présenter, je voudrais simplement rappeler que notre conférence est enregistrée. Elle sera diffusée sur les plateformes du festival et effectivement, vous aurez le lien. Et nous avons un temps vraiment limité qui est pratiquement 1 heure. On peut aller... il faut qu'on aille vite dans les présentations. Oui, il faut qu'on aille vite dans le propos, qu'on soit vraiment assez concis. Donc, merci infiniment, M. Amougou. M. Mbani, on vous écoute. Très bien. Moi, c'est Mbani Atangna Tangnofra Tangnisomba Tangi Misil Tabondozo Motoro Tsumbala. Je suis un Tsumbala d'Akoum et je suis artiste. D'abord, artiste de scène, parce que je suis dans la musique, le théâtre, la danse, la chanson. Je suis aussi promoteur culturel et je suis dans le milieu des affaires. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être dans cette conférence, dans cette causerie, pour parler art, pour parler tradition, pour parler des choses qui me tiennent à cœur, quoi. Voilà, vite fait ma présentation. OK. Et bon, là, on va aller dans le vif du sujet en disant que le festival est à sa 7e édition de diffusion en ligne. Cependant, avant cela, il y a eu d'autres éditions et le festival fait plusieurs activités. C'est un festival qui est en fait nomade pour ceux qui vont nous prendre de cours, qui ne connaissent pas c'est quoi le festival afropolitain. C'est un festival nomade, c'est-à-dire que à travers les pays africains, chaque année, il choisit un site dans un pays particulier où le festival va se tenir. C'est vraiment un projet qui prend de l'ampleur et nous sommes très, très
fier de faire partir de cette équipe, de voir. Il est toujours en ligne, hein? Il est toujours virtuel, ce festival. Non, il n'est pas toujours virtuel, il est même physique, c'est-à-dire. Ouais, il est scénique, quoi. Oui, il est scénique. C'est un festival vraiment, comme on dit, présentiel. Donc, c'est seulement avec les contraintes sanitaires actuelles que beaucoup d'activités sont obligées d'être tenues en ligne. Donc, cela dit, nous, notre échange va porter sur l'importance des instruments traditionnels dans les musiques actuelles. Dans la musique actuelle. On va aborder cette question-là comme ça va nous venir, mais nous aurons quelques articulations que je vais de temps en temps vous inviter à réagir d'une façon ou d'une autre. Donc, la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on appelle même instrument traditionnel. Eh bien. Oui, M. Mbani, à vous l'honneur. Si... OK. Ben, il est difficile de donner une définition vraiment opérationnelle et exacte dans une situation comme laquelle, comme celle-là. On parle de musique, c'est très vaste. On va parler d'instruments, c'est vaste aussi. Et tradition, pour donner la définition d'une tradition, c'est très vaste. Mais d'après moi, ce que je peux dire est que l'instrument traditionnel, c'est les instruments qu'on utilise depuis la nuit des temps et qu'on conserve tel quel. On l'adapte en fonction du temps, mais elle reste telle que les ancêtres l'ont créée. Vous voyez là derrière moi certains instruments. Par exemple, celui-ci, l'ombette, il est comme ça. Depuis les millénaires, il n'a pas beaucoup évolué. Il a quand même évolué au niveau des cordes là, qui sont en verre, en fer, mais c'était des cordes de bambou avant. Donc, on essaie de garder comme ça. Alors, c'est ça qu'on appelle pour moi un instrument traditionnel. Et il y en a plusieurs types. Mais c'est vraiment l'idée qu'on garde l'instrument avec les spécificités des ancêtres qui l'ont créé, qui l'ont fondé. Et on ne le fait pas beaucoup évoluer avec le fil du temps. On l'adapte. Voilà un peu la définition que moi je peux donner d'instrument traditionnel. Oui, je vais entériner en ajoutant juste que je vois l'instrument traditionnel comme l'instrument qui réellement est tiré d'une utilisation plus traditionnelle, des cultures encore, je ne dirais pas primitives, je vais dire des cultures qui ont voulu garder l'identité naturelle et originelle de leur expression. Les instruments qu'on utilise pour manifester cette expression artistique, ces instruments-là, je les considère comme étant traditionnels parce que la tradition ayant utilisé ces instruments depuis justement, comme tu as dit, des millénaires, et même si le temps évolue, quelle que soit la culture dans le monde, ces instruments demeurent les mêmes et on continue, et ils servent encore jusqu'à présent à continuer d'exprimer cette même culture depuis la nuit depuis la nuit des temps, sans que grand-chose ait vraiment changé. Ce n'est pas peut-être comme on commence à électrifier certains instruments, mais on reconnaît ces instruments-là pour pouvoir bien manifester cette culture qui est traditionnelle. Et c'est pour ça que ces instruments-là auront pris cette connotation d'instruments traditionnels. Je pense que c'est comme ça que je le vois aussi. C'est important ce que vous dites tous les deux parce qu'il y a un grand rapport avec les temps anciens. C'est des choses qui partent de la base des cultures même des peuples. Mais on constate que le monde évolue. Il y a une certaine dynamique, que les choses changent. Alors, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il est important de conserver ces instruments traditionnels-là? Et pourquoi faut-il les conserver? Je laisserai à M. Amrou de commencer. Si je peux me permettre, M. Mbani, oui. Je pense que pour moi, bon, bien sûr, je vais parler pour moi parce que je suis d'abord quelqu'un qui est très attiré par la tradition, même si je n'ai pas eu la possibilité de l'apprendre. Mais
je pense que les instruments traditionnels doivent garder leur identité originelle. Mais comme je suis aussi un musicien qui aura évolué avec des instruments modernes assez sophistiqués, je suis quelqu'un qui aime aussi l'évolution. J'ai commencé à penser à un moment donné que tout en gardant aux instruments traditionnels leur existence et même leur, je veux dire, leur physiologie, on peut quand même leur donner une adaptation à un monde moderne pour qu'il soit plus, je veux dire, plus expressif. Par exemple, l'umvet, l'exemple que M. Manet a pris, l'umvet, comme on le joue avant, on le joue le soir au village et le son est parfait, il est beau à accompagner des percussions. Mais si, dans un monde moderne, je dois aller jouer l'umvet, par exemple, sur une scène très sophistiquée avec une sonorisation assez importante, il faut bien que mon umvet soit capable d'avoir un rendement aussi professionnel que quand on le joue le soir au village. Alors, qu'est-ce que je demanderais? Je demanderais, par exemple, qu'on voit un peu dans la qualité du bois, dans la qualité des calebasses, dans la qualité de le sonoriser pour qu'il soit capable de donner aussi un son. Mais c'est bon de les conserver naturels sans leur changer. Parce que si on les enlève, si on enlève nos instruments, nous perdons une grande partie de notre tradition. Et voilà ça, c'est le pourquoi de conserver les instruments traditionnels. Il faut les garder parce qu'ils sont aussi le garant de la tradition sur le plan lyrique instrumental ou audio instrumental et l'histoire qu'ils portent pour les générations futures. Si on ne les a plus, on n'a plus rien à donner aux générations futures sur leurs origines, sur le plan traditionnel, surtout dans le plan de l'art. En ce qui me concerne, je veux bonder dans le sens de M. Amougou en précisant que la seule chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est le changement. Quand on ne veut pas changer les instruments, ils vont changer eux-mêmes. Tout à fait. On va imposer aux instruments. Mais il y a un fait qu'on doit comprendre. La modernité des autres ne doit pas s'imposer à la nôtre. On ne peut pas devenir moderne avec la modernité des autres. Nous devons donner à nos instruments notre modernité à nous. C'est un peu ça. Donc, si je veux aller à un festival, c'est pas moi, à Avignon, à Moscou, c'est pas c'est où, je peux jouer mon verre traditionnel tel que je le veux. Si ce n'est pas la scène où on m'invite qui impose que mon instrument soit fait d'une façon ou d'une autre. Il faut que mon instrument évolue avec ce que je sens. Vous voyez, c'est un verre qui a plutôt les mécaniques et qui fait d'une guitare. Vous voyez, Sunvet est différent de celui que je viens de montrer là. Sunvet reste encore comme l'umvet traditionnel, à part les cordes qui ont changé. Donc, l'umvet que moi je vais jouer dans mon village, comme je ne vais pas amener ça. On va me chasser. On va me dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous amènes là? L'umvet où on veut sentir l'umvet tel qu'il a été fait avant, c'est pas ça que j'amène. J'amène Sunvet qui est resté tel quel. Et même les Occidentaux, même les Asiatiques, même les autres peuples ont tout ça. Ils ont tout ça. Vous allez voir le piano. On a le piano, mais il y a le clavecin. Le clavecin, c'est des siècles et des siècles qu'il existe. Il est toujours tel qu'on l'avait fabriqué. Donc, moi, je pense que cette évolution-là ne doit pas être imposée par les autres. Ça doit être imposé. C'est nous-mêmes qui devons sentir l'envie d'eux. Et il faut que ça ait des cadres. Il faut que ça ait des cadres, des lieux et des milieux. Cette évolution-là, et non pour dire qu'on est au 21e siècle, il faut vraiment que tout soit électronique, le verre électronique. On est à tel siècle, il faut que l'oncoule devienne ceci, l'oncoule devienne cela. Je pense que ces choses-là doivent aller avec le rythme que nous voulons donner nous-mêmes et qu'on voit la nécessité de le faire. OK. Est-ce que cette évolution que vous convenez tous les deux d'apporter à nos instruments traditionnels, est-ce qu'elle ne va pas affecter à la fois l'histoire et l'esthétique même des instruments et même leur fonctionnalité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque?
Je pense que si je me rappelle bien de ce que M. Mbani a dit tout à l'heure, il a dit quelque chose qui pourrait avoir un impact dans ce sens. C'est quand il dit que il ne faut pas que nous modernisions nos instruments selon les autres. Et c'est un point très important. Parce que si justement on les modernise selon les autres, on ne perd pas seulement l'instrument, on perd l'identité et l'histoire liée à la création de cet instrument. Par contre, si on garde l'originalité de nos instruments, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons quand même déjà des gens actuellement qui peuvent écrire l'histoire. Parce que c'est bon qu'on parle comme on parle là, mais que des gens qui ont les connaissances sur ces instruments-là soient capables d'écrire l'histoire. L'histoire qui peut s'enseigner aux générations qui sont nouvelles. Et puis, on continue de garder les instruments dans leur originalité en les adaptant à une modernité, tout en leur gardant au moins ne fût-ce que, par exemple, sur la forme. J'ai fait l'expérience quand j'aime beaucoup regarder les concerts des Indiens. Je parle des Indiens que nous appelons les hindous. Ce que nous appelons les hindous, qui sont en Inde là-bas. Ces gens continuent de jouer leurs instruments traditionnels, mais ils les ont adaptés au point où ils peuvent les jouer dans du jazz, du blues, n'importe quel genre de musique, percussion et guitare avec ces 2 cordes, 6 cordes, 12, 32 cordes, je ne sais pas. Mais ils les jouent sur scène et ils sont considérés comme des musiciens traditionnels de chez eux. Et quand ils vont, on les appelle par rapport à cette tradition. C'est vraiment important pour nous de travailler dans ce sens. C'est un exemple que je dis, ça nous permet de garder par rapport à la question qui a été posée, pour qu'il n'y ait pas le risque de perdre l'éthique intrinsèque de cette valeur culturelle de nos instruments. Ah, c'est bien. Je vais particulièrement à poser cette question à monsieur Mbani, parce que je viens de voir là tout à l'heure qu'il nous a présenté un VET qui a pratiquement muté de forme. La question que j'allais lui poser, c'est celle-ci. Est-ce que les instruments traditionnels se fabriquent encore comme à l'ancien temps? Est-ce qu'il y a une volonté de conservation de ces instruments traditionnels-là en Afrique, par exemple, parce que puisque nous sommes tous originaires de l'Afrique, particulièrement qui nous intéresse dans le cadre de cette conférence, est-ce qu'il y a des projets de conservation de ces instruments traditionnels? La première chose que je voulais d'abord dire, merci de la question, M. Issouma. La première chose que je voulais dire, c'est que tous les peuples ont les traditions. Il n'y a pas que l'Afrique qui a des traditions. Et il y a une façon souvent de faire, quand on dit tradition africaine, ça devient comme si c'est quelque chose de particulier. Je viens de vous parler d'un instrument ici, le clavecin. Très peu d'Africains savent c'est quoi un clavecin. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un clavecin, mais c'est... Moi, j'en ai joué à l'église. Il y avait des églises qui en avaient à Yaoundé. Je me rappelle quand j'ai joué des clavecins dans la chorale tout le temps. Mais je vais quand même dire que le clavecin, c'est quelque chose de très difficile à jouer. Yep. Et même ici, au Canada, quand vous cherchez les joueurs de clavecin, vous ne les trouvez pas nombreux. Je suis fier, je suis content de voir que tu joues un clavecin, mais les clavecins sont très rares. C'est un instrument traditionnel qui vient du Moyen-Âge. C'est très vieux, le clavecin. Mais quand on le voit, puisque ça vient d'Occident, nous, on pense que c'est peut-être moderne, c'est nouveau, c'est piano, c'est vieux. Je prends un autre instrument, l'instrument arabe, là, je ne sais pas comment on l'appelle, ça, c'est un peu rond comme ça. Et c'est comme une guitare, mais c'est rond, avec une tête qui pend comme ça. Ah oui. L'instrument-là, on le joue dans les musiques classiques. On le joue dans des grandes musiques de jazz. Toujours de la même façon, à la seule chose qu'on a adapté pour mettre un fil électrique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut pas que le mbet change, parce que le mbet a la pression de l'heure. Il faut que le mbet change avec son rythme. Le mbet qu'on a aujourd'hui a beaucoup muté. Le premier mbet, quand on regarde un peu les mbet de Naoutse, les mbet des Karana et autres, d'après Daniel Assoumou, il nous dit que le mbet a évolué au moins 4 ou 5 fois. D'une seule calebasse à une seule corde, et on nous dit, si vous regardez un peu nos amis, nos frères du Brésil qui dansent la capoeira, vous l'envoyez avec un instrument, avec une seule corde, avec un bâton dessus. C'est là où naît le mbet. Yes. Voilà l'ancêtre du mbet. Et le mbet a évolué avec les cordes
en bambou parce qu'on détachait les cordes sur ce bambou. Après, on a commencé à mettre ces fils. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on arrive là. Donc, on garde l'omvet avec son rythme, mais s'il arrive qu'il y a un besoin particulier, on peut fabriquer un vêt qui nous permet d'adapter à ces besoins, mais l'omvet reste tel quel. Si tous les vêtements qui sont comme ça disparaissent, on se retrouve seulement avec ces vêtements, c'est là où il y a un problème. Et je reviens aussi, si les Occidentaux n'avaient perdu le clavecin et que les Arabes ont perdu leur guitare dont je vous parle là, et qu'ils n'ont que les guitares électriques et qu'on n'a que les synthétiseurs, ils ont perdu leur tradition. Donc, ce que moi je veux dire est que pour que on ne perde pas nos traditions, pour que l'omvet ne perde pas sa valeur, l'omvet traditionnel doit rester traditionnel. Les omvets d'emprunt peuvent être à côté pour d'autres conditions. Et je reviens encore pour dire, l'omvet n'est pas fait pour aller être joué sur une scène dans un festival. L'omvet a son milieu, a son cadre et a son temps pour être joué. Et il faut qu'il reste comme ça. S'il y a un vêtement qui doit aller être joué dans un festival, ce n'est pas celui-ci, il sera celui-ci ou un autre qu'on va me fabriquer. C'est un peu ce que moi je pense. Je ne sais pas ce que... OK. Bon, merci, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est ça, les instruments traditionnels doivent évoluer à leur rythme, à leur façon. Du point de vue de la conservation, je pense que, selon ce que je vois derrière vous, c'est aussi une forme de conservation. Alors, essayons d'établir le lien maintenant. Je précise, M. Issouma, nous sommes là au Canada. Vous voyez ce qu'il y a au Canada. Imaginez donc si on repart en Afrique, dans nos villages, on devrait avoir comme ça 5 fois, 10 fois, 100 fois plus. Donc la conservation est là et elle doit être encouragée. Continuez, je m'excuse d'avoir interrompu. Non, merci, c'est un complément intéressant que vous apportez. Alors, je voudrais qu'on fasse le lien maintenant entre les instruments traditionnels et la musique. Ouais. Parce que apparemment, ces instruments traditionnels ne sont pas toujours mis au service de la musique. Alors, quels sont les liens que vous faites entre ces instruments traditionnels et la pratique musicale? Bon, je vais commencer. Par exemple. Ouais. Le grand défi qu'on a est qu'il y a comme une sorte, je ne veux pas insulter les frères et sœurs africains, mais il y a comme une perte de nos valeurs traditionnelles qui s'apparente à une certaine aliénation. Et c'est là où tout le problème arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que je suis allé à l'école, moi j'ai étudié le solfège aussi à la chorale, j'ai appris le solfège, j'ai appris la guitare, je joue à la guitare, parce que j'ai appris le piano. Alors, je constate que l'omvet n'est plus important parce que je joue déjà à la guitare. C'est là où il y a erreur. Il y a erreur parce que la fonction du omvet est dans la musique du omvet, la guitare ne peut jamais remplacer ça. Donc, le lien entre l'instrument traditionnel et la musique, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, est que l'instrument traditionnel doit continuer à remplir sa fonction, quelle que soit l'évolution des autres instruments modernes. On reste dans les traces des ancêtres, on reste dans les valeurs que les ancêtres nous ont léguées avec ces instruments-là. Moi, je pense que c'est là où il y a vraiment le défi est là. Donc, que même si je suis allé apprendre le jazz, la musique occidentale, ça n'enlève à rien les valeurs que j'ai du omvet. Je joue au omvet et je joue à la guitare, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que j'ai joué à la guitare que ma musique, il faut que je joue toutes mes musiques avec la guitare. L'omvet a encore sa place et sa fonction, quel que soit le cas. Et j'aimerais que dans 100 ans, dans 1000 ans, ça soit toujours comme ça. Puisque même cette guitare vient de vous parler du clavecin qui vient du Moyen-Âge. Il n'a jamais changé le clavecin, il est toujours là et remplit sa fonction. Même si les synthétiseurs, les pianos à queue, les pianos électriques sont là. Yes. Donc, pour répondre à votre question, M. Issouma, je pense qu'il va falloir que les Africains ne s'aliènent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris d'autres instruments, qu'ils ont appris les musiques d'ailleurs, qu'ils pensent que leurs instruments ne servent plus à rien. Que le dila, que la kora, que l'omvet ne peut plus être là parce que la guitare est là. Ce sera une erreur.
Mais justement, pourtant, c'est ce que nous constatons dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, la jeunesse, quand je parle de jeunesse, c'est-à-dire qu'au fil des générations, les artistes, notamment musiciens, chanteurs, mettent de côté l'usage des instruments traditionnels pour s'abreuver à la source des instruments importés, dits modernes. Donc, ça veut dire que les instruments traditionnels ont probablement une faiblesse qui ne peut pas être comblée par les musiques actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse la parole à M. Amourou. Je ne suis pas d'accord, je vais revenir après. M. Amourou. OK, merci. Je commence par la première question qui était du rapport entre les instruments traditionnels et la musique. À un moment donné, j'ai d'abord voulu demander quel genre de musique. Bon, j'ai compris que c'est musique en général. Je pense qu'il y a un élément essentiel. L'instrument traditionnel qui nous aidait d'abord à faire ces musiques traditionnelles qui sont aujourd'hui des tandems, qui sont des berceuses, ces musiques qui ne finissent jamais. Et nous, par exemple, moi, je viens du Cameroun, je suis de la culture Ekan. Il y a des vieilles musiques que depuis que je suis tout enfant, j'ai vu des générations chanter à partir de ma génération, moi, j'ai vu des gens chanter et que des générations très longtemps de mes parents, mes grands-parents chantaient déjà à partir des instruments traditionnels. Et ces instruments étaient des porteurs de cette musique. Alors, quand je vais commencer, si je commence à décider de vouloir séparer le rapport de ces instruments traditionnels avec la musique, je suis en train de perdre totalement mon identité propre. Parce que je vais parler, c'est parce que je ne sais pas jouer du vette, je peux grignoter quelques petites choses dessus, mais si j'étais un joueur d'un vette et toutes ces musiques qui étaient des musiques traditionnelles jouées par l'ombette et que nos parents, nos grands-parents ont dansé, quand je vais prendre la guitare pour jouer la même chose, je n'ai pas le même esprit. Et puis, c'est clair que avec l'expérience que j'ai souvent eue, que quand je vais au village, il y a un orchestre traditionnel qui est en train de jouer. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi, je joue du balafon, je joue dans l'orchestre des balafons ou l'orchestre des tam-tam. Il y a en même temps l'orchestre, la chaîne qui est en train de bombarder la musique là-bas. C'est que la chose qui me rendait vraiment malade, c'était que pendant qu'on est en train de jouer, je suis attiré vers là où il y a les instruments traditionnels. Et je me rends compte que tout le monde est en train de vider la salle, là où il y a le DJ avec toute la sonorisation, pour aller danser les instruments traditionnels, qui portent un esprit qui est tout à fait spécifique dans l'expression de ce qu'il est en train de donner. Alors, pour le rapport là, je pense qu'on ne peut pas séparer l'instrument traditionnel de la musique qu'il a toujours eu l'habitude de porter, qu'il a aidé à créer et qu'il est normalement destiné à pérenniser. Il faut que cela demeure. Ce rapport-là doit être, je vais dire, pérenne. Il doit rester. Okay. Bon, maintenant, par rapport à ce que la deuxième question sur les jeunes qui font des choses, et puis on peut penser que les instruments traditionnels ont une faiblesse. Je pense que c'est un point de vue, bien sûr, je sais que ce n'est pas votre point de vue, monsieur Zagor, monsieur Souma, je sais que ce n'est pas votre point de vue, mais je me mets dans la généralité. C'est un point de vue, comme je vais faire comme monsieur Mbani disait tout à l'heure, je ne vais pas insulter les frères africains. Mais quand même, il faut dénoncer une forme d'aliénation réelle. Parce que les jeunes qui font la musique, il faut comprendre, je ne leur en veux pas tellement. Il y a le phénomène que nous n'avons pas un système de pérennisation de notre culture. Les jeunes viennent commencer à faire la musique, ils n'ont aucune idée de ce qui se faisait avant pour être capable de l'apprécier à sa juste valeur et de décider que, OK, moi, je veux continuer de faire ça. C'est l'un des problèmes. Maintenant, ils vont faire des musiques à la base des synthétiseurs, de tout ce qui se passe, ce que nous faisons, mais ils pensent que c'est ce qui est mieux. Et c'est difficile maintenant de venir leur parler de la culture. Donc, il faut une rééducation de notre culture sur le plan musical pour que peut-être les jeunes aient la chance de comprendre. Mais ce n'est pas que nos instruments traditionnels ont une faiblesse. Ils n'en ont aucune. Au contraire, c'est qu'ils sont forts dans leur unité d'expression spécifique. Ils sont pas forts, ils sont surpuissants, ils sont tout puissants. C'est tout.
Merci, monsieur Amougou. Merci, monsieur Amougou. Oui, monsieur Bani voulait apporter un complément d'information. Nos instruments ne peuvent pas être faibles. Ils sont très forts, comme vient de dire monsieur Amougou. S'il y a une faiblesse, c'est ceux qui les jouent. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment les jouer. Ils ne savent pas où les jouer. Moi, je joue à la guitare. Je joue à la guitare, qui est un instrument qui vient des Occidentaux. Je joue à la guitare, je chante. Je joue aussi au mbek, je joue aux deux. Mais ce n'est pas parce que je joue à la guitare que le mbek va disparaître, non. Le grand problème, c'est lorsque je commence à dire que, comme je joue déjà à la guitare, le mbek ne sert plus à rien, c'est là qu'il y a problème. Je viens de vous dire tantôt que le clavecin qui existe depuis le Moyen-Âge se joue encore aujourd'hui. Pourtant, il y a les synthétiseurs et autres. La place des instruments traditionnels est irremplaçable. Cette place doit être là et doit continuer à être là. Le jour où nos instruments traditionnels disparaissent, ça veut dire que nous avons disparu nous-mêmes. Exact. Disparu. J'y crois. De notre identité. C'est notre identité. Oui, mais tout à fait, la question demeure quand même. La question de fond, c'est que quand on regarde l'histoire de la musique actuelle africaine, on se pose la question suivante. Il n'y a pas un orchestre qui sort du lot, qui va conquérir tout le continent en faisant usage de son patrimoine culturel, de ses instruments traditionnels. On voit par exemple, je prends le cas des Magic System de la Côte d'Ivoire, qui utilise la chanson, le modèle de la chanson traditionnelle de Côte d'Ivoire, mais avec des instruments modernes. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cas comme ça. On se pose donc la question de savoir, mais ça cloche à quel niveau? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à... Moi, je peux répondre là où ça cloche. Oui. Nous sommes tous au Canada, là. Moi, j'y suis, ça fait 20 ans. Regardez. Pendant 20 ans, regardez, rien n'a changé là. Je suis là comme si je suis dans un village quelque part au Cameroun. Je pense que c'est là où il y a problème, parce que les autres ne le font pas. Et ces jeunes qui naissent et qui commencent à apprendre que du piano et de la guitare, mais c'est parce qu'on ne leur a pas montré autre chose. Je crois que c'est au pouvoir public, aux hommes de culture, à nous les aînés, de leur apprendre ça. Et moi, quand je repars dans mon village, je m'en vais jouer Sunvet dans mon village. Les gens le redécouvrent, moi qui viens du Canada. Alors, je pense que ça cloche au niveau des pouvoirs publics. La promotion de la culture, c'est d'abord une question des pouvoirs publics. Deuxième chose, les hommes, les aînés comme nous autres, et ceux qui ont eu la chance d'apprendre, nous devons léguer cela aux nouvelles générations. Donc, il faut la transmission. Il faut la transmission, il faut la vulgarisation, il faut. Moi, j'ai fait des émissions sur Facebook, j'envoie mes mbek, j'envoie mes activités, j'envoie mes photos pour qu'on sache que ça existe et que c'est bon de le faire. Si ça disparaît, nous avons disparu. Nous avons disparu. Parce que c'est ça l'identité. Quand tu arrives quelque part, je suis un écan. Qu'est-ce qui me montre que je suis un écan? C'est le mbek. Ce ne serait pas la guitare, ce ne serait pas le piano. C'est le mbek. Mais si mon mbek disparaît, j'ai disparu. Moi-même aussi, je ne suis plus écan. Donc, ça cloche où? Au niveau de la transmission. Il faut qu'il y ait des systèmes de transmission de cette tradition-là, pas par, je sais pas, par gentillesse, par aide, mais par devoir d'identité. Quand vous perdez votre carte d'identité en route, vous avez peur que la police vous attrape. Mais quand vous perdez votre carte, si on vous attrape, vous allez vous attraper vous-même. Vous allez vous perdre vous-même. C'est un peu ça. Donc, moi, je crois qu'il faut la transmission. Pour ceux et celles qui gardent encore ces traditions-là, doivent transmettre. Ah oui, excusez-moi, c'est-à-dire, à vous écouter, il y a plusieurs questions qui me viennent. Hein, et moi, je joue le rôle de celui qui pose les questions au profit du festival pour que les gens qui vont nous suivre par la suite aient le maximum d'informations possibles. J'entends souvent des gens se plaindre, notamment les artistes africains, se dire que toutes les fois que l'Afrique essaie de s'ouvrir aux autres, d'essayer de transmettre sa culture aux autres, ces gens-là vont se l'approprier. Et ça, ils vont même la vilipender à la limite. C'est le cas d'une Djembe qui actuellement, il y a des grosses firmes qui en font beaucoup de sous, des milliards et des milliards, dit-on.
et que les pauvres Africains qui sont propriétaires de ce patrimoine croupissent dans la misère. Donc, on est là. Est-ce qu'on n'est pas là devant un dilemme entre transmettre et conserver? Il faut protéger. Il faut protéger, M. Issouma. Au Burkina Faso, le tissé oui. est protégé aujourd'hui. C'est un label burkinabé. Mais comment le vin français a été labellisé? Comment le fromage français a été labellisé? C'est leur tradition. Ils l'ont labellisé. Donc, tu ne peux pas refaire la vache qui rit n'importe comment, n'importe où. Hein? Il y a des conditions. C'est à nous de protéger nos instruments, nos traditions. Utiliser les outils modernes, le droit d'auteur, la protection industrielle, on a l'OAPI, tout ça, qu'on utilise, ça est protégé. Le cas du tissu, je ne sais pas si le Bogolan a été aussi protégé au Mali, je ne sais pas, mais il faut que le Mvet soit protégé. Si le Ndjembe a été protégé, ça n'aurait pas été comme ça. Mais le Ndjembe appartient à plusieurs peuples, c'est le cas du Mvet aussi. Moi, je pense qu'il faut que dans nos réflexions, dans nos débats, dans notre travail, voir comment on va protéger le Mvet. Je crois que la Cora commence aussi à aller vers ce sens-là. Nous, on n'est pas dans la zone de Cora, mais ceux qui sont dans cette zone-là doivent réfléchir. Protéger la Cora, sinon, ça va devenir aussi comme le Ndjembe. Moi, je crois qu'il faut aller vers la protection. Il faut aller vers la protection, avoir un label. Et là, lorsque tu vas produire le Mvet, tu viens demander l'autorisation. On te dit les conditions, les quantités, où est-ce que tu vas vendre et comment. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je peux aussi dire que quand je regarde un peu, si nous parlons vraiment du djembé, une petite étude que j'ai faite en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, ce que je ne vois pas au Génie, moi, je n'ai jamais vu ça au Cameroun. En Côte d'Ivoire, ils ont des grandes écoles d'apprentissage de djembé. Ce sont des musiciens, des percussionnistes traditionnels qui ont des centres comme ça de près d'une trentaine de personnes. Et il y en a plein partout. Et vous voyez, il y a beaucoup d'expatriés qui viennent apprendre. Et il y a aussi beaucoup d'Africains qui partent d'autres zones d'Afrique pour aller apprendre là-bas. Voilà quelque chose qui peut... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, ça vient avec deux facettes. La facette de l'expansion dans la continuité de pérenniser une culture. Parce que, entre parenthèses, vous dites, j'étais allé animer un mariage une fois à Montréal, là-bas. J'ai vu un couple qu'on nous a dit qu'il allait nous présenter du djembé. C'était des Blancs. C'était deux Blancs, un Blanc et sa femme. Et puis, les danseuses, c'était aussi deux Blanches. Mais ils ne faisaient que la musique du djembé. La musique, des musiques que j'ai reconnues. Bon, je pouvais, comme je connais un peu le djembé, je sentais que c'était pas leur chose, mais ils le faisaient avec les méthodes qu'on leur enseigne pour pouvoir jouer et faire une présentation. Vous voyez donc simplement du fait qu'il y a des gens qui enseignent le djembé en grande quantité, c'est ça qui amène le djembé à être aussi populaire. Et voilà, les gens commencent à le faire. Et j'ai parlé du même problème, par exemple, au Cameroun, où beaucoup de nos percussionnistes ont du djembé. Moi, je dis, ça n'a aucun sens. Parce que moi, je joue ce que nous appelons chez nous le tam-tam, le mbé, le tambour, le mbé. Donc, moi, je le joue et je dis, mais à la façon qu'on le fabriquait avec des choses comme ça, et encore que le Cameroun est multiculturel, voilà, le Cameroun est multiculturel, nous avons plusieurs types de tambours chez nous. Mais nos gars préfèrent aller acheter du djembé et se mettre sur scène avec ça en gars chez nous. Et sans que je vomisse le djembé, mais le problème, c'est quoi? C'est parce que les autres ont voulu pérenniser la culture. Mais en voulant pérenniser, ça s'est retrouvé en train d'être allé à travers le monde. Et les gens qui ont les moyens ont vu que c'est quelque chose qui était bon parce que beaucoup d'expatriés ont commencé à s'intéresser à ça. Donc, les producteurs ont dit OK, nous pouvons fabriquer ça et en faire de l'argent. Peut-être, mais à ce moment-là, donc, la culture du pays même, je veux dire le système culturel des pays de l'Ouest qui utilisent le djembé aurait pu se dire que OK, c'est bien, mais il faut qu'on mette un haut là, il faut qu'on mette des garde-fous. Voici. Mais quand même, vous voyez, il y a les deux facettes. On veut pérenniser la culture et puis le monde le prend, il l'arrache, il en fait sa chose, il fait de l'argent avec ça. Si tu me permets, monsieur oui. d'intervenir là. OK, allez-y. Mais est-ce que les guitares ne sont pas jouées au Cameroun, au Gabon,
au Tchad, en Centrafrique, un peu partout au Liban. Tout à fait, tout à fait. Vous avez la marque Yamaha, non? Godin, il y a un Québécois ici qui a inventé ça, Godin. Et est-ce que tu peux, n'importe qui peut refaire Godin et tu t'en vas demander l'autorisation à Godin de reproduire Godin. Je pense que ce que nous devons faire, c'est protéger nos instruments traditionnels. On les protège et on les garde tels qu'on veut que ça soit gardé. Je pense que c'est là la difficulté. Bon, je reviens un peu sur la question de Ndjembe ou pas Ndjembe. Bon, pour moi, j'ai les Ndjembe derrière moi, j'ai les Mbet, j'ai les Nkoul, mais ce n'est pas parce qu'ils jouent au Ndjembe que je ne jouerai pas au Mbet. Il faut juste que je sache qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à en faire. Donc, le travail se situe au niveau transmettre et protéger. Il faut protéger. Si ce n'est pas protégé, c'est vilipendé. Ouais. Revenons un peu sur le rapport, effectivement, entre instruments et musique. On constate que l'instrument traditionnel s'accompagne généralement d'une manière de chanter, d'une forme d'expression. Or, les instruments traditionnels africains, lorsqu'ils font l'objet d'une appropriation par un autre peuple, on prend seulement l'instrument, on va l'utiliser, il devient complètement autre chose. Ou alors, on prend seulement un petit bout de la manière de chanter ou d'utiliser l'instrument, ça devient autre chose. Est-ce que cela n'apporte pas une certaine perte de valeur pour cette culture africaine-là? Vous me mettez, M. Mbani? Oui. Je pense que ça peut apporter une certaine perte. Mais la perte ne dépend pas de ceux qui prennent. La perte est de nous. Parce que c'est à nous de toujours rappeler l'originalité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons sur le plan culturel. Les gens peuvent venir, comme M. Mbani disait tout à l'heure, il a le djembé chez lui. C'est comme j'ai parlé aussi, j'ai dit que ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le djembé, mais quand je dis que je trouve beaucoup de gars jouer le djembé au Cameroun, dans le Bikutsi. Parce qu'ils ne jouent plus le Bikutsi. Parce qu'ils ont abandonné le Bikutsi qui a problème. Voilà. Et ils se mettent à faire, les choses qu'on fait dans le djembé que le Bikutsi ne fait pas. Voilà. Vous voyez, il y a une confusion. Donc, c'est à nous de rappeler la valeur culturelle de notre expression musicale pour que nous soyons capables de continuer d'utiliser nos instruments réels traditionnels pour nos musiques traditionnelles. Et pas de faire je peux appeler ça comme une espèce de prostitution. Quand je veux jouer du djembé, je connais l'esprit qui a un rapport avec le djembé. Je ne joue plus. Oui. C'est comme ça. Donc, je ne veux pas les mélanger, les éléments. Donc, quand la valeur se perd un peu, ce n'est pas à cause du fait que les gens sont venus prendre ce que nous avons pour aller l'exploiter. C'est parce que nous avons fait quoi pendant qu'ils prenaient. Et je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé au djembé. Le djembé est devenu populaire et les gens d'Afrique de l'Ouest ont trouvé que c'était aussi le moyen pour eux d'amener leur instrument à une autre dimension. Et puis, ils ont laissé faire. Ça leur donnait aussi quand même un poids. Mais c'est les garde-fous dont M. Mbani parlait tout à l'heure, sur le plan de protéger, enseigner et protéger, qui n'a pas été fait. Donc, si nous sommes de temps en temps capables d'aller rappeler aux gens que, OK, non, quand tu joues, parce que quand tu vas apprendre du piano classique, quand le professeur de piano, là, il t'enseigne la façon que les grands classiques se jouaient, tu peux jouer. Mais à un moment, tu dis, non, tu penses que tu joues, il va te stopper 15, 10, 20 fois pour que tu rentres, il faut que tu rentres dans l'esprit du doigté. Ce n'est pas seulement faire le doigté. Il y a l'esprit du doigté qui va avec pour que tu sois capable de jouer ça. Comme ça, quand tu joues, on dit, voilà un pianiste classique. Pourtant, il y a un pianiste de jazz qui a un esprit totalement différent, mais c'est aussi un bon pianiste. Parce que le style musical par rapport à ce que tu abordes a besoin qu'on lui garde sa couleur. Mais vous voyez, oui, justement, par rapport à cet aspect que tu abordes là, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que les instruments traditionnels peuvent vraiment apporter une esthétique à la musique dite moderne, aux musiques urbaines? Et est-ce que le sens contraire est possible? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que
les artistes qui utilisent des instruments traditionnels ne peuvent pas interpréter des chansons dites modernes, urbaines, avec leurs instruments traditionnels? Je vais d'abord dire quelque chose par rapport à la première question. Vous avez un manguier, quelqu'un vient prendre les fruits et le manguier reste. Il est impossible que celui qui a seulement les fruits ait plus de manguier que celui qui a le manguier lui-même. Yes. Donc, il faut bien que toi, tu as pris quelques fruits, mais moi, j'ai gardé le manguier qui va produire encore d'autres fruits. Tu vas aller planter les fruits, là, ça va te prendre 5-10 ans pour avoir autant de manguiers que moi, pendant que moi, je continue à avoir des manguiers. Cela veut dire quoi? Les gens qui viennent prendre un petit djembé, je ne veux pas parler du djembé d'une bête aujourd'hui. Moi, je suis parmi les premières personnes arrivées avec l'ombette au Canada. Je vous le dire, en 2001, j'étais parmi les premiers arrivés avec l'ombette au Canada. Alors, si quelqu'un va prendre l'ombette aujourd'hui et qu'on trouve plein de bêtes partout en Amérique et qu'à Yaoundé, il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il est impossible que vous qui avez créé l'instrument, vous perdez l'instrument et que les autres l'ont en main. Donc, il faut que la racine, le manguier, soit nourri, arrosé, qu'il soit toujours grand, qu'il soit toujours productif, plus que ceux qui ont les fruits. Exact. Ça pose un problème à la racine, à la base. Donc, la question de transmission, la question de protection. Je reviens sur la question que M. Soupa posait tantôt, sur les instruments traditionnels et la musique moderne. Je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas nous moderniser de la modernité des autres. Notre instrument traditionnel a sa musique. Cette musique-là, on peut la faire moderne si on veut. Elle devient moderne parce que je fais un orchestre de 4 ou 5 bêtes qui jouent en harmonie, on fait le tour du monde. Ça devient comme une musique moderne. Tellement on va produire les CD, tellement on va voir ça dans les télévisions, tellement ça va devenir une musique moderne. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils imposent leur tradition, ça devient moderne. C'est un peu ça. Au fond, quand on regarde les violons, il y a des vieux instruments qui sont... regardez la contrebasse. Mais c'est très vieux comme instrument. La contrebasse, là, le gros, c'est très vieux. C'est pas récent. La guitare, même, elle est vieille. Elle a tellement évolué, on a eu toutes sortes de guitares, mais aujourd'hui, la guitare reste toujours celle qu'elle a été faite. Je veux dire quoi? Je veux dire que nous devons, avec nos instruments, en faire des grandes choses, telles que nos instruments sont, et que les autres trouvent que, waouh, qu'est-ce qu'ils font avec ces instruments? Et ils vont commencer à faire comme nous. Si quelqu'un vient prendre le l'ombette, il s'en va faire n'importe quoi avec l'ombette, lui-même, il verra que ce qu'il fait ne représente absolument rien. Mais si ce qu'il fait avec l'ombette dépasse ce que moi je fais, ça veut dire qu'il y a eu un problème avec le manguier. C'est anormal. C'est anormal que moi, qui ai inventé l'ombette, mes ancêtres ont inventé l'ombette, une autre personne fasse plus de choses avec l'ombette que moi-même. Donc moi, je pense qu'il y a un problème à la racine, à ce niveau-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous encourage beaucoup. En fait, quand je parle je vous encourage, pas vous en tant que conférencier, mais plutôt la jeunesse qui voudrait se lancer dans le métier de musicien, à utiliser des instruments traditionnels, à les explorer, à explorer leur esthétique, leur résonance, parce que il y a une artiste actuellement qui est l'une des figures vraiment les plus marquantes de la scène musicale actuelle, c'est Sona Jobart, qui est gambienne. Elle fait de la kora, c'est vraiment, elle est splendide là-dedans. Il y a les diabatés qui font de la kora, et ainsi de suite. Donc, bref, les instruments de musique traditionnelle peuvent apporter une grande esthétique, une grande innovation dans le domaine musical actuellement. Alors, je vais, puisque le temps nous tient à la gorge, je vais aborder une question qui est très importante pour le festival. C'est celle de savoir, à votre avis, comment est-ce qu'un organisme qui œuvre pour la promotion du patrimoine culturel et de la musique, qu'est-ce que ce festival, cet organisme-là peut poser comme acte pour aider à la valorisation des instruments traditionnels africains?
Vas-y, monsieur. Ah, ok, merci. Peut-être que là, on va dire que, comme on dit souvent que je parle d'une certaine façon, c'est que moi, je me dis souvent qu'on ne fait pas d'omelette. Enfin, tout le monde sait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a quelque chose que je pense, c'est que si je fais la promotion de la musique traditionnelle et que je fais un spectacle, croyez-moi, dans le casting des artistes, l'une des choses qui serait une exigence, ça serait une règle d'or. Vous ne pouvez pas participer au spectacle si vous n'êtes pas représentatif de la culture dont vous vous prétendez possesseur. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez être un bon chanteur. Je vais vous caster sur la technique de chant traditionnelle de votre culture parce qu'il y a des gens qui connaissent ce que c'est. On va envoyer des gens qui sont des spécialistes dans ça. Je vais vous caster sur le jeu de l'instrument traditionnel que vous présentez et puis les danses traditionnelles. Et puis voilà, si au niveau de l'expression du chant, de l'expression de la danse, du jeu des instruments, vous représentez une tradition, vous êtes quelqu'un qui est tout à fait pur pour un festival de la conservation, de la promotion des musiques culturelles. C'est comme ça. Il y a ça. Et puis, les spectacles devraient être totalement... le festival devrait tenir compte même sur son plan esthétique, de la tradition qui est, par exemple, nous sommes l'Afrique. Beaucoup de gens pensent que l'Afrique, c'est un pays, c'est un vaste continent. Maintenant, si nous sommes sur une scène et qu'il y a plusieurs pays, mais il faut qu'il y ait des spécialistes et c'est d'autres des gens qui connaissent bien la culture africaine qui peuvent le faire. Mais généralement, on voit des décorateurs d'ici qui sont allés dans des écoles et qui disent « Oh, l'Afrique, c'est ça. » Et puis, on vient mettre un truc avec un palmier et puis on va mettre un truc avec des oranges qui se voient là-bas, des choses comme ça. Je trouve souvent ça. Chaque fois que je vais sur une scène, je vois ça. Vous ne savez pas la douleur que ça me fait. J'ai dit, où est-ce que je suis? Parce que je sais, quand je suis au village, ce que je vois dans le sens de la tradition. Donc, c'est un peu mon point de vue. Si un festival veut vraiment être efficace, il doit fonctionner comme ça. Il doit pas sortir de ces canevas. Comme ça, la promotion. Je vais ajouter sur ce que vient de dire M. Amourou. Il faut que les festivals embauchent les professionnels. Parce que moi, j'ai remarqué, Afropolitain, j'ai beaucoup entendu parler du festival, mais je ne connais pas la cuisine intérieure. Mais les festivals africains, on en a plein ici au Canada, un peu partout, en Europe. Mais quand tu t'en vas là dans ce festival-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, je sais qu'ils n'ont pas les moyens, mais quand même, ils ont des moyens. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs, comme l'a dit M. Amourou. Il faut embaucher les professionnels. Tu veux qu'il y ait de la musique traditionnelle, embauche les experts en musique traditionnelle. Tu veux que la scène ressemble à l'Afrique, embauche les décorateurs qui connaissent la décoration africaine ou encore la scénographie africaine. Il faut le faire cela. Il faut faire cela. Il faut que les gens soient professionnels dans leur travail. Donc, embaucher les gens au niveau de la scène, embaucher les gens au niveau de tous les domaines techniques, mais aussi embaucher les formateurs. Que les gens forment les autres. Que les gens forment les autres. Donc, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Embaucher les professionnels, que ce soit en formation, en animation, et aussi ceux qui viennent jouer soient vraiment les artistes professionnels dans le domaine traditionnel. OK. Ah, ça, c'est vraiment des points de vue sur lesquels je ne m'y attendais pas. Waouh. Merci infiniment pour ces apports-là. Malheureusement, il y a des festivals qui se plaignent que quand on regarde l'Afrique, il y a vraiment un vide. Il y a un vide, comme on se plaignait tantôt, qu'il y a très peu de jeunes qui vont vraiment s'approprier le Minkou et le Mimba, qui viennent d'Afrique centrale. Il n'y a pas un veutiste qui va prendre le veut et qui va dire, voici, je vais apporter ce veut à une dimension internationale. Donc, ça fait qu'il y a un problème qui se pose. Et tout le monde est illuminé par la scène moderne où la guitare est déjà toute faite, toute prête, tu viens, tu
tu plugues ton câble et puis tout de suite tu as un bon son, ce qui n'est pas toujours le cas avec les instruments traditionnels. Mais cependant, vos propositions sont vraiment, vraiment la bienvenue et le festival se fera un plaisir de regarder dans ce sens-là, dans le sens que vous venez de proposer. Alors, notre temps est en train de courir, hein? Notre temps est en train de courir. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations. Alors, si quelqu'un a autre chose à ajouter par rapport à ces instruments traditionnels, à sa vision, à sa situation actuelle dans le monde et même en Afrique, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas. Je vous laisse aller tel que cela vous vient. Moi, ce qui me vient en tête très vite, il faut que les Africains comprennent ce qu'ils ont en main, ce qu'ils ont dans leur culture. J'ai comme l'impression que certains Africains ne savent pas ce que c'est. Parce que si on dit que les instruments traditionnels sont notre identité, je ne peux pas prendre la carte d'identité de M. Chunia et aller la présenter. C'est impossible. C'est impossible de présenter la carte d'identité de M. Côté si je ne m'appelle pas Côté. Ou même Essouma, qui est mon frère, je ne peux pas amener la carte d'identité de M. Essouma si je suis Mbane Tangna. Et si on veut être reconnu, si on veut s'imposer, si on veut peser lourd, il faut qu'on amène notre identité. Quand tu amènes ton identité, c'est là où tu fais la différence. Donc, je pense que les Africains qui croient que c'est en jouant au piano, je n'ai rien contre le piano, les saxophones, les autres instruments, là. S'ils pensent que c'est parce qu'ils jouent ces instruments-là qu'on va beaucoup les voir, ils se trompent. Parce que moi, si moi je sors avec mon vêt, j'en fais un orchestre de 12 vêtes ou 15 vêtes qui jouent en harmonie. Je ne vois pas quel est l'orchestre symphonique qui va me battre en termes de spécialité, en termes d'originalité. Mais c'est tous les groupes qui vont vouloir ton spectacle. Ouais. Mon spectacle. Imaginez un peu que j'ai 12 ou 20 vêtes qui jouent en harmonie sur scène, qu'on joue, organisé, accordé. Yes. Mais, donc, moi je dis c'est des choses comme ça qu'il faut voir. Mais il faut s'y investir. Il faut s'y investir pour le faire. Donc, restons avec nos identités pour nous présenter quelque part. Présentons notre carte d'identité. N'allons pas avec les cartes d'identité des autres pour nous présenter. La meilleure façon de se vendre, de se dire qui on est, c'est en allant avec son identité. C'est nos instruments traditionnels qui sont notre identité. Effectivement, le festival afropolitain œuvre dans ce que vous aviez appelé tout à l'heure la formation, parce que nous organisons des ateliers en direction des jeunes avec des experts qui ont déjà la main dans l'usage des instruments traditionnels, dans les techniques de chant et même dans tout ce qui est comme esthétique musicale. Le festival organise donc des plateformes qui permettent la rencontre de ces cultures et avec les jeunes. Donc, c'est vraiment un élément très, très important que vous aviez souligné. Et parlant d'identité culturelle, ça fait aussi partie d'un aspect très, très important qui nous est cher parce que on constate qu'il y a une certaine jeunesse qui se lance dans la facilité. On veut tout de suite devenir une vedette sans beaucoup travailler. Cela voudrait dire qu'on va aller employer ou alors utiliser ce que l'autre a déjà, qui est déjà prêt, qui est déjà connu, et puis on emploie ça, on fait une copie-coller, et puis on devient célèbre. Tout en oubliant que même lorsqu'il faut imiter l'autre, cela prend également un travail. Le travail. Donc, et l'autre élément qui me vient à l'esprit, c'est que le festival a parfois l'impression comme si il y a une partie de la jeunesse qui pense que ce sont les autres qui viendront nous développer, qui viendront améliorer notre mbette, qui viendront améliorer notre nkou, qui viendront améliorer notre, je ne sais plus quel instrument traditionnel. Donc, nous, effectivement, nous mettons un accent sur le casting, parce que là, à travers le casting, nous comprenons que tel individu a lui-même travaillé à l'avance, tel individu a lui-même fait un effort. Donc, vraiment, vos suggestions, vos propositions nous vont droit au cœur. Et nous espérons que
ceux qui nous ont suivis tout au long de cet échange pourront profiter de quelque chose et nous donnerons leurs commentaires pour qu'on puisse s'améliorer pour les éditions futures. Alors, sur quoi je vais remercier ceux qui vont nous suivre en vous disant que vous étiez accompagné de M. Mbani Atangana et puis de M. Amougou. Et puis Essouma, qui était votre humble serviteur comme modérateur de cette rencontre. Ce sur quoi le Festival Afropolitain vous remercie infiniment et souhaite que nous ayons d'autres occasions de nous rencontrer pour partager vraiment ces moments très, très importants de savoir. Merci. C'était un honneur. Merci beaucoup. Thank you.